Merci d'être avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça fait plaisir d'être là. J'avais amené des petites collations, du hareng, du maquereau, des sardines, mais je suis passé par l'aquarium, donc il m'en reste plus. Ça fait plaisir d'être ici pour vous parler de ce vaste projet qui est Viseo. D'abord, c'est vraiment important pour moi de dire que j'ai aucun conflit d'intérêt, mais aussi que j'ai surtout aucun intérêt pour les conflits. Et le menu du jour, en fait, on va parler de l'eau non embouteillée. Pourquoi on est arrivé justement à Viseo? On va parler du contexte, on va parler des enjeux, mais bien sûr, je vais vous parler de Viseo. Je travaille avec des collègues en santé publique sur une journée thématique qu'on doit avoir en décembre prochain au niveau de la santé publique. Puis il y avait ces gens qui discutaient que l'eau, c'est comme le meilleur substitut aux boissons sucrées. Et dans ma tête, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas parce que quand on regarde l'histoire finalement de l'évolution humaine, l'évolution des différentes boissons, quand on regarde finalement l'eau et le lait maternel, ça a toujours été les boissons et les breuvages, si vous voulez, qui a fait partie de l'histoire des humains. Alors que la gazéification de l'eau et puis les grands de ce monde comme Coca-Cola sont arrivés uniquement dans les années 1800. Donc, l'eau ne se substitue pas aux boissons sucrées ni aux boissons gazeuses. L'eau a toujours été là. Donc, c'est le produit de base qui est utilisé par ces compagnies-là d'ailleurs. Donc, quand on parle de l'eau non embouteillée, c'est important de bien comprendre qu'il y a quand même une concurrence qu'on peut affirmer déloyale parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Là, ici, vous avez bien sûr la campagne de Red Bull, la campagne Stratos dont tout le monde a entendu parler. Ça a coûté à peu près 80 quelques millions, cette campagne. Vous avez bien sûr nos sportifs favoris qui font la promotion de Coca-Cola, mais je voulais vous entretenir sur une campagne qu'ils ont faite il y a plusieurs années, qui est parue bien sûr aussi dans le... En fait, la campagne s'est arrêtée quand ça a paru dans le New York Times. La campagne s'appelle H2NO, parce que H2O, donc H2NO, c'était pour que les consommateurs, en fait, c'est Coca-Cola qui a développé avec une chaîne de restaurants aux États-Unis qui s'appelle Olive Gardens. Ils ont développé un argumentaire que quand les gens se présentent dans les restaurants, bien, quand les gens demandent à boire de l'eau potable, l'eau du robinet, bien, les pourvoyeurs, les restaurants perdent une vente. Donc, Coca-Cola avait développé tout un argumentaire pour que, justement, les restaurateurs arrivent avec des solutions qui sont un produit que le consommateur peut acheter. Donc, ils sont là et ça existe. Et même, ça va plus loin que ça. Les gens de Pepsi ont déjà dit que leur pire ennemi, c'était l'eau du robinet. Et même, il y a une représentante, finalement, de Quaker, qui appartient bien sûr à Coca-Cola, disait que quand on va avoir terminé avec l'eau potable, son usage va être relié uniquement à la douche et au lavage des vêtements ou de la lessive. Aussi, bien sûr, quand on regarde l'eau non embouteillée, bien sûr, il y a quand même une concurrence déloyale avec l'eau embouteillée. On nous vend souvent l'idée que l'eau embouteillée, elle est pure, elle est naturelle, elle a le meilleur goût, c'est un choix écologique, elle est sécuritaire. Et d'ailleurs, quand vous regardez des campagnes de publicité, vous voyez Evian nous montrant bienvenue dans notre usine, donc elle nous montre une belle montagne Fidji de l'eau qui vient d'à peu près 6000 km de Montréal, et vous avez les belles campagnes de publicité aussi qui sont faites par ces industriels. Mais une question importante, est-ce que pour vous, ça peut être quelque chose d'acceptable de payer 2000 $ et 2100 $ exactement pour une pomme? Je vous pose la question, on y répondra dans quelques instants, mais je vais juste vous présenter un document qui a été présenté cette semaine par le chef scientifique du Québec, en fait le détecteur de rumeurs du FRQ, le Fonds de recherche du Québec, où finalement on fait la comparaison entre ce que ça peut vous coûter
de prendre à tous les jours de l'eau embouteillée versus de l'eau du robinet. Donc, ils ont pris comme estimation un prix moyen de 2 $ par litre. Et je pense qu'on vient de manquer un bout de captation. Donc, si vous buvez en fait 2 litres d'eau par jour et qu'on calcule un coût moyen de 2 $ par litre, donc il va vous coûter 1 500 $ par année pour boire cette eau-là. Alors que si vous prenez l'eau publique, ça vous coûte 50 sous. Donc, en fait, si vous faites le calcul rapidement, donc ça vous fait l'eau que vous achetez, elle est environ 3000 fois plus dispendieuse que l'eau du robinet. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que 25 à 40 % de l'eau en bouteille est de l'eau du robinet qu'on vous vend. Donc, on revient à notre fameux calcul de tantôt. Donc, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous accepteriez de payer 2100 $ pour une pomme? Mais malheureusement, comme citoyen, parfois, on le fait pour l'eau. Parce que le calcul, il est simple. Une pomme, ça coûte environ 70 sous. Et si vous faites multiplier par 3000, bien, ça vous coûte 2100 $ pour une pomme. Donc, le raisonnement est le même pour l'eau. Et pour ceux qui veulent l'information, quand les gens utilisent l'eau qui appartient à la population, à la communauté, ben, les redevances sur l'eau au Québec, c'est 0,07 sous pour 1000 litres. Et 1 litre d'eau, ça se vend 2 $. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau communautaire, je dirais. Et aussi, l'eau embouteillée amène d'autres défis, des défis à la santé humaine que vous entendez de plus en plus, mais aussi des défis environnementaux. Il y a des gens comme le Conseil des Canadiens qui sont très présents en Ontario et boycottent Nestlé justement pour l'usage de l'eau dans certaines parties de l'Ontario. Mais encore aussi, quand on parlait tantôt de l'eau embouteillée, que c'était un choix écologique, bien, il faut faire attention parce que quand on fait 1 litre d'eau, bien, ça prend 2 fois plus d'eau pour fabriquer un litre d'eau. Donc, et au Québec, on parle d'1 milliard de bouteilles en plastique achetées annuellement et qu'il y a à peu près un tiers des bouteilles en plastique qui sont achetées qui ne sont pas recyclées. Et bien sûr, on a une eau de qualité importante au Québec. Il y a certains endroits dans des régions au Québec où l'eau est encore plus notable, je dirais, et quand même, il faut quand même penser au fait qu'elle doit faire 600 km pour se rendre jusqu'à Montréal. Et un autre produit comme Nestlé qui vient de la Colombie-Britannique va faire 4500 km. Tantôt, on parlait d'Evian, on parle de 6000 km et pour Fidji, on parle de 12 000 km. Donc, est-ce que c'est vraiment un choix écologique? Et aussi, on nous vend l'idée que l'eau en bouteille est quelque chose de bien contrôlé, de quelque chose de sécuritaire. Mais quand on regarde l'ensemble des analyses qui est effectuées par nos communautés, particulièrement dans les communautés où il y a énormément d'habitants, les analyses sont encore plus fréquentes et plus rigoureuses. Donc, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup plus d'analyses qui est effectuée et beaucoup plus de contrôles sévères pour l'eau des villes. Et puis d'ailleurs, on a la chance d'avoir l'équipe de la Ville de Québec ici qui pourrait vous en parler plus longuement que moi, donc c'est leur expertise. Je veux juste vous parler aussi d'une belle campagne qui a eu lieu à Paris qui s'appelle la campagne Eau de Paris. Donc, quand ils ont fait leur campagne, leur début, ils ont donné des pichets comme celui-ci à 30 000 habitants, justement pour montrer que l'eau de Paris était quelque chose de très bon au goût et qu'il fallait la consommer. Et je vous montre la réponse de l'industrie. Donc, une industrie qui est très présente. Cristalline est un grand producteur d'eau embouteillée. Donc, vous voyez ici, je ne bois pas l'eau que j'utilise avec un bol de toilette. Donc, il y a un élément de dissuasion important. Le maire était très fâché quand ça s'est passé. Il a organisé une dégustation à l'aveugle avec les citoyens. Et comme partout ailleurs, quand on organise une dégustation à l'aveugle,
comparant l'eau du robinet versus l'eau embouteillée, la plupart des gens ne sont pas capables de faire la différence. Et même souvent, les gens vont trouver l'eau du robinet meilleure au goût que l'eau embouteillée. Mais au-delà de tout ça, il y a eu une poursuite judiciaire et récemment, en fait, il y a eu un gain de cause finalement pour Paris. Vous avez ici le jugement, un jugement quand même exemplaire qui a condamné Cristalline pour publicité comparative illicite. Et le juge a mentionné que les condamnés s'attaquent à un bien de première nécessité, donc l'eau, et portent de manière injustifiée à la qualité du produit, faisant peser un doute sur l'existence d'un risque pour la santé publique. Donc, c'est quand même un préjudice important et qui envoie un message puissant à l'industrie qu'on ne peut pas s'attaquer à quelque chose d'aussi important que l'eau, et notamment l'eau potable, qui est un bien commun. Et vous voyez ici les fameuses fontaines que certains peuvent voir à Paris. Donc, c'est la campagne Eau de Paris. Ils ont même de l'eau gazéifiée dans ces fontaines. Ce sont les nouvelles fontaines aussi qu'ils ont sur la place publique. Donc, on se rapproche de Viséo. Ça, c'est peut-être un peu plus la situation dans certaines écoles du Québec où on a des robinets qui sont, ma foi, qui date presque de la guerre, et aussi le fait qu'on a un jet très faible et que les enfants doivent se coller la bouche sur le jet, donc ça pose des petits problèmes. Aussi, question et réflexion importante, en fait c'est une question collective et aussi reliée à notre patrimoine, parce on le sait très bien que le Québec est... On parle de l'or bleu. Ici, vous avez une image d'une vidéo qu'on devrait lancer sous peu. Et en fait, qui pose la question, l'eau, c'est d'abord un bien commun et le grand Edgar Morin mentionne dans son livre La Voix qu'il faut faire attention à ce que l'eau devienne un bien privé et ensuite une marchandise. Donc, souvent, on va dire c'est une évolution à ne pas oublier, mais je pense qu'il faut parler plutôt d'une involution, qui est l'antonyme finalement d'une évolution, parce que de passer d'un bien commun à une marchandise, je ne pense pas qu'on peut parler d'une évolution, je pense qu'on devrait parler du contraire. Et puis, et je crois que c'est le bon moment collectivement pour le Québec de se poser la question à l'égard de l'eau. C'est une ressource importante. Vous savez, on dit qu'on n'hérite pas de la terre de nos grands-parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc, il faut vraiment, comme Québécois, se poser la question importante, qu'est-ce qu'on veut léguer à nos jeunes générations, et comme culture et comme importance par rapport à l'eau. Donc, Viséo. Oui, on a enregistré le nom Viséo. Oui, le dessin et la marque de commerce Viséo est enregistré. Ça appartient à l'Université Laval. Et pourquoi on l'a fait? Parce que dans toutes nos communications, on fait bien attention de ne pas donner de munitions à l'industrie. Nous, on est là pour le bien commun, on est là pour les jeunes générations et pour le futur. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça, si vous vous posez la question. Donc, le but principal de Viséo, c'est de normaliser. Donc, c'est un terme un peu scientifique, l'eau potable non embouteillée. Normaliser, ça veut juste dire rendre l'eau potable non embouteillée comme la norme, le choix par défaut. Donc, comme seul breuvage nécessaire à l'hydratation. Et aussi, le projet vise à dénormaliser, qui est plutôt le contraire, les boissons sucrées et l'eau embouteillée. Et pour mettre ça en place, ça risque d'être très petit. En fait, ce que vous devez vous rappeler, c'est que Viséo, c'est une vaste équipe. C'est 5 universités et 14 chercheurs. Donc, vous avez l'Université Laval, vous avez l'Université de Montréal, la Polytechnique de Montréal, mes collègues de Harvard, et vous avez l'Université Waterloo. Il y a 2 coordonnatrices. Donc, c'est une vaste équipe. Il y a beaucoup de partenaires. On a finalement plusieurs comités. On a des utilisateurs de connaissances. Donc, il y a le ministère de la Santé qui est avec nous, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Environnement. On a 3 grands comités, qui est le comité statistique et épidémiologique, le comité qui est intervention et trousse, dont je vais vous parler dans quelques instants. On a aussi un comité sur la qualité d'eau avec un comité d'action et on a plein d'experts de contenu et plein de partenaires qui sont impliqués. Donc, pourquoi on est arrivé au projet Viséo? Pourquoi on s'est intéressé bien sûr à l'eau?
Je suis désolé, cette image est vraiment choquante, mais ce sont des enfants des îles Samoa. Et un des endroits en Océanie, finalement, où le niveau d'obésité est le plus élevé au monde. Donc, c'est une mention de l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport qui s'appelle ECHO, Ending Childhood Obesity, qui mentionne quelque chose d'important qu'il faut se rappeler, c'est que l'obésité chez les enfants, ça ne découle pas de choix faits par les enfants, ça découle de choix faits par la société et soutenus par les politiques. Donc, ce n'est pas les enfants qui choisissent de devenir donc obèses, c'est la société comme telle qui leur donne ces choix-là et qui c'est soutenu par les politiques. Et juste vous rappeler, nous, on a la chance de travailler quand même avec des sociétés autochtones et puis probablement au Québec, on a les niveaux d'obésité les plus élevés au monde. Chez nos Autochtones. Et l'idée à l'égard de Viseo, pourquoi on s'adresse à l'eau et si on veut régler le problème d'obésité, en fait, ça vient de quelque chose qui existe depuis plusieurs années et le succès du Québec à l'égard du tabagisme. Si vous voyagez un peu, vous avez la chance sûrement de vous apercevoir qu'au Québec, la fumée, on la sent de très loin, c'est parce que nos environnements sont sans fumée, puis on commence à être habitué et c'est donc plaisant. Donc, j'étais avec mon collègue Bernard Dagniak, un professeur en communication à l'Université Laval, qui était de la grande campagne finalement de la lutte contre le tabac. Et à un moment donné, dans la lutte contre le tabac au Québec, on est arrivé à un point de saturation où on n'arrivait plus finalement à faire de grands progrès et on s'est dit que au lieu de taper toujours chez les gens, sur la tête des gens qui avaient le mauvais comportement, les fumeurs, on s'est dit on allait changer de paradigme, on allait travailler sur les environnements favorables, on allait privilégier les gens qui avaient le bon comportement. Donc, si on veut avancer sur le dossier des boissons sucrées, sur le dossier de l'eau embouteillée, il faut s'assurer que le choix par défaut, qui est l'eau non embouteillée, l'eau potable, devienne le choix par défaut. Donc, c'est un peu une illustration qui vous montre qu'on a fait beaucoup de chemin. Donc, on parle quand même des années 50. On peut se poser la question aujourd'hui si ça pourrait se reproduire. Peut-être qu'avec avec Trump, c'est encore possible, mais on ne sait jamais. Mais moi, quand j'ai fait mes stages, les cardiologues fumaient, on fumait dans les unités de cardiologie, les patients venaient d'avoir un pontage, ça fumait. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ça a évolué très vite. Et aussi, l'Organisation mondiale incite à des actions, notamment sur l'environnement et sur les normes obésogènes, et recommande un accès accru à l'eau comme alternative aux boissons sucrées dans les écoles. Donc, Viseo. La mission de Viseo, c'est vraiment de faire en sorte que l'eau potable non embouteillée, ça devienne le choix par défaut, que sa qualité soit exemplaire, mais aussi il faut que ça soit plus accessible, plus attrayant, mieux publicisé, bien sûr au détriment des boissons sucrées et de l'eau embouteillée. Donc, Viseo, c'est vaste et ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plus au niveau des écoles primaires. On nous parle énormément du secondaire, on connaît la problématique elle est importante. On travaille aussi avec des gens au niveau des villes pour travailler au niveau du projet Viseo. Donc, Viseo, vraiment, c'est une expérimentation quand on parle du primaire, qui a des objectifs cliniques. Donc, on s'adresse aux enfants du primaire. Pourquoi les enfants du primaire? On pense que c'est un bon endroit pour commencer à agir. L'école est un lieu d'éducation important pour les saines habitudes de vie, mais aussi c'est les jeunes générations et on croit que les enfants peuvent être des vecteurs de changement de comportements sociétaux. Vous savez, les enfants ont ramené beaucoup l'idée du recyclage à la maison et on croit que l'eau, c'est quelque chose qui est important pour eux, qui est important aussi pour la famille. Donc, c'est pour ça qu'on travaille finalement en amont. Et puis, en travaillant avec les enfants du primaire, on est en train de préparer la prochaine vague d'enfants du secondaire. Donc, imaginez des enfants qui sont bien éduqués par rapport à l'eau, qui connaissent toutes les conséquences de leur choix. Quand ils vont arriver au secondaire, on pense qu'ils vont exiger quelque chose de différent au secondaire. Donc, on est en train de préparer la prochaine génération d'enfants du secondaire. C'est une étude clinique, c'est un peu compliqué, donc je vais passer un peu rapidement sur le design. Donc, finalement, c'est 36 écoles au Québec, l'expérimentation Viseo au niveau primaire
qui va se passer sur 3 ans et on va partir avec des vagues différentes. Donc, vous voyez ça comme un escalier. Donc, les 36 écoles vont être séparées en 3 groupes de 12. Donc, il y a 12 écoles qui vont recevoir l'intervention de Viséo la première année. Les 2 autres vont être des groupes contrôle et ensuite, la deuxième année, il va y avoir une deuxième vague, il va y avoir un deuxième groupe qui va recevoir Viséo et ainsi de suite. La 3e année, il va y avoir un autre groupe qui va avoir Viséo. Si bien que le premier groupe va recevoir l'intervention pendant 3 ans. Et le but est vraiment de voir si on peut changer les comportements chez les enfants, c'est-à-dire augmenter la consommation de l'eau non embouteillée et diminuer la consommation de boissons sucrées et d'avoir une répercussion finalement sur les mesures corporelles. Donc, on va agir sur plusieurs endroits. On agit à 3 niveaux, l'environnement bâti, l'environnement social, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau des familles. On va agir aussi au niveau des individus, au niveau des élèves. On veut surtout agir au niveau de l'efficacité personnelle. On va travailler beaucoup au niveau du plaisir, au niveau de l'expérience. Au niveau de l'environnement bâti, on va améliorer finalement les fontaines dans les écoles. On veut les rendre plus facilement accessibles, plus attrayantes. Donc, ce n'est pas le concept final. On est en train de travailler sur le concept final. Il y a un volet éducatif important. Tous les élèves vont devoir passer sur notre petite machine que le InBody et c'est une activité éducative vraiment importante parce que cette machine-là nous permet d'avoir des informations importantes, notamment la quantité d'eau qu'un enfant a dans le corps. Donc, vous voyez, il y a une activité éducative importante, un aspect de conscientisation finalement de l'importance de l'eau pour le corps. Avec les élèves. Et vous avez ici, bien sûr, tous les élèves vont recevoir dans l'intervention une bouteille qui est à double paroi en acier inoxydable. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que c'est un choix durable. Parce que pour nous, la qualité de l'eau, ce qui est important, c'est le goût. Et le goût est dépendant aussi de la température de l'eau. Donc, ça garde l'eau très froide longtemps. On parle de 24 à 48 heures. Vous avez ici les bouteilles pour les adultes. Donc, c'est le type de bouteille qu'on va donner à tous les élèves. Bien sûr, c'est une intervention qui est quand même complexe, donc on ne va pas passer toutes les différentes actions qu'on va avoir, mais on a des grands principes qui sont d'avoir finalement une intervention qui est standardisée, qui est clé en main pour les écoles, qui va être reproductible. Parce que c'est important de vous mentionner que bien que l'intervention se passe dans 36 écoles, le mandat qui nous est confié, c'est de faire cette étude-là pour une multiplication finalement du projet Viséo par la suite, si ça fonctionne bien, pour l'ensemble des écoles primaires du Québec. Donc, vous voyez, c'est un projet très ambitieux qui est regardé de très près. Donc, juste pour vous nommer quelques interventions, bien sûr, on va avoir un événement de lancement. Viséo arrive à mon école. Je vous ai parlé des mesures avec le InBody par rapport à l'eau dans le corps, la distribution des bouteilles, l'identification des bouteilles. Bien sûr, il y a des tests de goût de l'eau. Il y a une cyberplateforme. Tout va se passer sur la cyberplateforme qui va être sécurisée finalement pour les gens qui font partie de l'intervention. Vous comprenez que c'est une intervention. On a un premier vidéo qui va se faire sur l'hydratation, l'importance de l'hydratation. On a une équipe d'urologues qui s'en occupe. On va avoir un type d'intervention qui est plus de l'ordre qualitatif, mais qui est vraiment intéressant, qui apporte beaucoup d'informations. C'est une technique qui s'appelle le Photo Voice. Le terme est anglophone, mais ça dit bien ce que l'outil fait, c'est qu'on demande aux gens différentes questions et puis les gens doivent prendre des photos par rapport à ces questions-là. Une question peut être, lors d'une activité que vous faites en famille, vous êtes confronté à boire. Quels sont les choix que vous avez? Donc, vous devez prendre des photos. Donc, vous imaginez très bien que des enfants, exemple, qui jouent au hockey, vont se retrouver dans un aréna où on va avoir toutes sortes de photographies. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant et ça permet aux gens de s'exprimer. Donc, c'est une technique qui s'appelle le Photo Voice, donc qui est important pour nous aussi. Et aussi, on a quelque chose qu'on va travailler plus au mois de décembre. On veut travailler sur l'éducation au goût avec une trousse qui s'appelle « J'ai le goût de l'eau », en l'honneur, bien sûr, de la fameuse chanson que vous connaissez probablement de Michel Rivard, Le goût de l'eau. Pour nous et pour moi, c'est vraiment important de parler de plaisir.
Je viens du domaine alimentaire et souvent on parle de santé, santé ici, santé là. À force de parler de santé, je pense qu'on en devient malade, mais on oublie souvent que le choix des gens, pourquoi les gens choisissent de faire d'avoir certains comportements, mais il est souvent basé sur le plaisir. Dans le domaine alimentaire, on le sait très bien que les motivations dominantes des choix alimentaires, c'est souvent le goût, la commodité et le prix. Vous avez les 4 P ici qui sont les P du marketing, mais il y a des gens qui ont avancé l'idée qu'en marketing social, on devrait plutôt utiliser les approches basées sur le plaisir. Et d'ailleurs, si vous regardez toute la publicité faite par les grands industriels de ce monde, on vous parle de bonheur, de plaisir. Et je vais citer Lao Tzu où il dit « Votre ennemi est votre meilleur professeur ». Donc, si l'industrie de par toute l'information qu'elle dispose, sait très bien qu'il faut passer par le plaisir pour atteindre le consommateur et promouvoir finalement ce comportement-là. Donc, il faut adresser le plaisir. Il faut arrêter de parler de santé. Il faut juste parler de, écoutez, on peut avoir du plaisir à boire de l'eau et puis effectivement, il y a un plaisir associé à ça. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur cette trousse-là. Donc, les enfants, en plus de recevoir la bouteille, vont recevoir une carafe. Une carafe un peu comme vous avez eu aujourd'hui. On est en train de travailler avec Crocarium, qui sont des gens qui sont habitués dans l'expérientiel. On est en train de travailler peut-être aussi avec François Chartier, que vous connaissez, pour développer toutes sortes de recettes finalement par rapport à l'eau. Et pour nous, c'est important que les enfants soient le capitaine de ce pichet-là, parce qu'on veut ramener l'idée à la maison. On travaille beaucoup à l'école avec le projet Viséo, mais l'enfant va devenir finalement le responsable du pichet sur la table à la maison et on va travailler des recettes pour le temps des fêtes. Donc, on est en train de travailler différentes recettes pour rendre ça facile, rendre ça agréable, toujours basé sur le plaisir. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la trousse « J'ai le goût de l'eau ». Donc, on est en train de travailler tout ça et c'est à venir. Et bien sûr, l'initiative Viséo est une initiative qui est financée par le gouvernement du Québec, particulièrement le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de la politique gouvernementale en prévention de la santé, la PGPS, et aussi financée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Et moi-même, je suis financé par le Fonds de recherche en santé du Québec. Et puis récemment, une petite nouvelle, c'est qu'on a créé un fonds Viséo, bien sûr, pour être à l'affût et développer nos propres projets, aider les gens qui ont des projets dans le domaine de l'eau, mais aussi avoir des étudiants. Bien, vous savez, on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de beaux projets, mais ça prend souvent des cerveaux, ça prend des gens pour développer ces projets-là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une fondation qui est le fonds Viséo. Donc, je vous laisse avec cette parole, finalement, que Viséo vise à contribuer aux environnements favorables à la santé, à la protection de l'environnement, bien sûr en éducation sur l'usage des bouteilles non réutilisables et aussi sur l'eau comme ressource collective et bien sûr comme droit humain.